Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mardi 8 septembre au Sénégal. Nous vous l'annoncions hier soir dans notre journal Vox News. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré a repris hier lundi dans la capitale sénégalaise Dakar après 45 jours d'interruption. Le procès devrait durer 2 mois. Une centaine de témoins et de victimes sont attendus à la barre. Ce sont plus de 4000 victimes directes ou indirectes qui se sont constituées partie civile. Alors que M. Habré refusait hier encore de comparaître devant les chambres africaines extraordinaires, ce tribunal spécial africain qu'il juge illégal, l'ex-chef d'État tchadien accusé de crimes contre l'humanité dans son pays de 1982 à 1990 a dû être maintenu de force hier par les services de l'administration pénitentiaire. Une situation qu'a fortement critiqué son avocat, Maître Serre. Nous ne sommes plus devant une juridiction, nous ne sommes plus dans un temple du droit. Nous sommes dans un cirque de violence et de brutalité qui ne peut que susciter l'indignation absolue devant laquelle cette juridiction se comporte vis-à-vis du président Hissène Habré. Je n'ai jamais vu qu'un homme libérateur de son pays puisse être maintenu, brutalisé physiquement pendant la lecture d'un acte d'accusation que le pouvoir sénégalais cache à l'opinion internationale. Des rapports qui notent l'incompatibilité de la situation de santé du président Habré avec sa situation de détenu, l'incompatibilité évidente d'un homme qui a eu 2 accidents cardiaques, avec le fait de supporter des situations de violence pendant 2 à 3 mois, chaque jour, toutes les 15 minutes, alors qu'il ne peut pas physiquement supporter de tels actes. Le président Habré, que j'ai rencontré hier à midi, nous a confirmé, nous avons fait un communiqué de presse, que nous sommes les seuls avocats, avec Maître Diawara, du président Habré, que nous sommes les seuls à pouvoir parler en son nom, à le représenter. Toujours en Afrique de l'Ouest, le président nigérian Muhammadu Buhari a terminé hier sa visite officielle au Ghana dans le cadre de son combat contre les islamistes de Boko Haram dans la région. Monsieur Buhari s'est voulu rassurant, affirmant que l'armée nigériane gagnait du terrain sur les insurgés qui ne se trouveraient aujourd'hui que vers la zone de la forêt de Sambisa, située dans l'état de Borno. Toutefois, l'action du président nigérian, qui n'a toujours pas nommé de gouvernement 100 jours après sa prise de pouvoir, est jugée trop lente par certains observateurs. Par ailleurs, monsieur Buhari n'a pas atteint l'objectif qu'il avait fixé aux troupes armées le 13 août dernier, venir à bout de Boko Haram dans les 3 mois. Le chef d'État nigérian s'est toutefois voulu positif quant au fait que parmi les 2 100 000 déplacés au Nigeria depuis l'insurrection de Boko Haram en 6 ans, beaucoup ont commencé à retourner chez eux. Son homologue ghanéen a quant à lui salué l'initiative d'une carte biométrique pour les citoyens de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette carte biométrique de la CEDEAO permet aux citoyens de la CEDEAO non seulement de se rendre, mais également de résider et travailler dans chacun des pays membres. Et donc la carte permettra automatiquement aux Nigérians, mais aussi à tous les citoyens de la CEDEAO de résider au Ghana s'ils le souhaitent. Cela déclenchera automatiquement une modification de la loi qui exige d'avoir un capital de $300 000 sur son compte en banque. Les personnes qui ont été déplacées à cause de l'insurrection, je parle des personnes qui ont été déplacées au sein du pays, retournent petit à petit dans leur circonscription et sont intégrées dans leurs communautés respectives. Donc si ça vous intéresse de savoir, beaucoup de progrès ont été faits. En Afrique centrale, la capitale congolaise Brazzaville, vous le savez, est le berceau des Jeux africains. Elle accueille la jeunesse sportive du continent pour des Olympiades dont le premier défi était la qualité de ses infrastructures. Le résultat est bluffant. Les Jeux se déroulent dans des gymnases ou encore des stades largement satisfaisants. Philippe Bonny et Charles Talhomme de notre équipe de reporters sur place ont visité certaines de ces installations. Kintele, à près de 20 km de Brazzaville, une gigantesque infrastructure. Le complexe sportif nouvellement créé pour les besoins des 11e Jeux africains. Le complexe sportif de Kintele est l'emblème d'une politique de transformation du Congo en édifice moderne de sport. Des quartiers populaires à l'instar de Makelekele ont vu pousser des gymnases qui assurent un visage plus civilisé à la localité.
Dans un espace d'Afrique centrale où très peu d'efforts sont faits pour le développement du sport, les populations locales, de même que les visiteurs étrangers, saluent la métamorphose entreprise par les pouvoirs publics. Alors, je suis très surpris de la qualité des infrastructures. Le stade est magnifique, on est bien installé, il y a une bonne ambiance. C'est très agréable et on espère qu'on va voir un beau match. Bon, le Congo a reçu des bijoux, ce qui permettra d'abord aux Congolais de s'amuser, d'entretenir et d'appeler la jeunesse africaine à revenir ici pour d'autres compétitions. En prenant la responsabilité de l'organisation des Jeux africains, beaucoup étaient restés dubitatifs quant à la capacité de Brazzaville de tenir le défi. Juste quelques stades et espaces vétustes existaient encore, mais la ville berceau des Jeux africains, qui est le statut de ville des plus pauvres, en capitale dotée des infrastructures comparables aux plus belles d'Afrique et d'Europe. Je pense qu'en Europe, même en Europe, on dirait que c'est un stade 5 étoiles, c'est-à-dire un stade de niveau pour recevoir des matchs type finale de la Champions League. J'en ai fait un certain nombre en Europe. Je peux vous dire qu'il est tout à fait de ce calibre-là sur bien des plans. Par rapport à l'Afrique, je pense que dans l'Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, bien sûr, qui a organisé la Coupe du Monde et qui avait au moins 4 stades aussi exceptionnel que celui-là, voire encore plus grand. Mais en dehors de ça, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être le Lusaka. Eh bien, c'est une première victoire pour ces 15e Jeux africains. C'est bien le niveau des infrastructures. Le Congo-Brazzaville a mis du sien, des petits plats dans les grands, eh bien, pour offrir à l'Afrique ce que vous venez de voir derrière moi. Et c'est comme ça, ici à Makelekele, un quartier populaire de Brazzaville, comme dans toute l'étendue du territoire. Au nord du continent à présent, les gardes-côtes libyens ont annoncé hier lundi avoir secouru 121 migrants. Alors qu'ils tentaient de rejoindre aussi l'Europe, eh bien leur bateau pneumatique est tombé en panne au large de la ville libyenne de Karabouli, située à 60 km de Tripoli. Ces migrants originaires de pays arabes et africains seront transférés dans des centres de rétention dans la capitale libyenne. Le sort des migrants pris à bras-le-corps par de plus en plus de citoyens européens, mais aussi maintenant par les institutions politiques du vieux continent, n'empêche donc pas les catastrophes de continuer de se produire. L'image du corps du petit Syrien Aylan Kurdi, retrouvé sans vie sur une plage turque la semaine dernière, continue de choquer. Au Maroc, une trentaine de personnes se sont saisies hier de ce symbole du drame des migrants en Méditerranée en s'allongeant visage contre le sable sur la plage de Rabat, vêtu comme vous le voyez à l'écran d'un t-shirt rouge comme le petit garçon de 3 ans. L'hommage poignant a duré une vingtaine de minutes. Je vous propose d'écouter quelques commentaires. Pour moi, quand je vois ma position et je pense à cet enfant syrien, c'est la grande déception dans ce monde. Si vous voyez la position de ses pieds, les grimaces de son visage, comment son innocence a ressenti la honte de ce monde. Nous sommes là pour dire que le Méditerranée doit rester un espace de rencontre, de partage, d'échange, de valeurs humaines et pas une barrière devant ceux qui ont tombé récemment victimes de dictature, de guerre civile et de terrorisme. Quand la civilisation syrienne est touchée, la civilisation toute entière est touchée. Mais quand le Syrien est touché pour nous, notre humanité est touchée aussi. C'est une manière de dire aux autorités marocaines d'accepter les Syriens, ne serait-ce qu'une partie d'entre eux, de sorte à préserver leur dignité. À l'international, l'enquête sur l'enlèvement et la mort de 43 étudiants mexicains l'an dernier dans le sud du Mexique a pris une nouvelle tournure. Alors que la thèse officielle du gouvernement mexicain était l'incinération des corps dans une décharge par des membres du cartel de drogue des Guerreros Unidos, eh bien un groupe international d'enquêteurs indépendants vient de conclure ce dimanche qu'il n'y avait pas de preuves de cette crémation. Une enquête qui contredit donc la conclusion du procureur général Jesús Murillo Caram. Et après 6 mois d'enquête, eh bien, les experts espagnols et latino-américains, qui sont donc réunis dans cette commission des droits de l'homme, ont présenté leur rapport de 500 pages hier à Mexico. Ils préconisent de repenser totalement l'enquête et totalement différemment maintenant. Pour toutes ces raisons, le groupe d'enquête, le GUEI, est convaincu que les jeunes hommes n'ont pas été incinérés dans la déchetterie de Cocula.
Le groupe interdisciplinaire d'experts considère qu'il faut repenser de manière générale l'enquête en fonction des résultats de notre rapport. Nous allons solliciter la réalisation d'une nouvelle expertise réalisée par un collège d'experts légistes du plus haut prestige. Les résultats et les conclusions des entretiens, du travail sur le terrain et des études que ces experts mèneront à bien à partir d'aujourd'hui seront analysés. Et en temps voulu, le procureur général évaluera s'il faut les incorporer à l'enquête précédente. Une semaine après le célèbre carnaval caribéen de Notting Hill au Royaume-Uni, terminons notre flash information avec d'autres très belles images, celle du West Indian Day Parade. Aux États-Unis, la 48e édition du carnaval des Caraïbes de New York City a attiré hier plusieurs milliers de personnes. À travers les rues de Brooklyn, le son des îles de Trinité et Tobago, de Cuba, de la Jamaïque ou encore des Barbades a donné le rythme aux danseurs que vous voyez à l'écran vêtus de costumes folkloriques assez chatoyants. Un régal donc pour les oreilles, mais aussi pour les yeux des spectateurs qui viennent tous les ans profiter de cette parade dans la Grande Pomme. Écoutez ces commentaires de participants et de spectateurs de cette parade. C'est une célébration de la culture et de la mascarade. Toutes les jolies plumes et tout l'effort qui va dans ces costumes, tout le monde passe un moment fabuleux. Cette journée représente l'unité. Chacun vient et tout le monde participe en groupe. Tout le monde vient en représentant leurs origines, juste pour le plaisir. Voilà, c'est tout. C'est clair que je représente tous les pays parce que mes grands-parents sont tous de pays des Caraïbes différents, donc c'est encore plus important pour moi. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 8 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.